Exvolundo
Chers collègues, chers amis mélomanes, je voudrais ouvrir ce débat en remerciant tous les participants qui ont accepté de se joindre à l'aventure musicale du projet Gudule. Ce projet est né des recherches de Manon Fauconnier à l'Université catholique de Louvain, qui résultent à leur tour de questionnements auxquels je suis confrontée en tant que conservatrice des instruments à cordes au Musée des instruments de musique de Bruxelles. En guise d'introduction à cette discussion, je vous propose une citation du musicologue américain Elliott Bates. « Les musées d'instruments de musique, dit-il, sont des mausolées, des lieux pour l'exposition d'objets morts à la musique, tenus par des organologues qui agissent comme des embaumeurs. » Quand j'ai lu cela, j'ai pesté. Comment faire mentir cet article et cet auteur? Comment concilier la mission d'un musée qui consiste à préserver un patrimoine et la vie musicale? L'élément déclencheur du projet Gudule réside dans la demande qui m'a été adressée au MIM, il y a quelques années, de rédiger un cartel, une étiquette donc, pour un grand alto du luthier bruxellois Gaspard Bourbon. Bourbon était le luthier de la cour et son instrument date de 1692. Mais comment nommer cet instrument? À l'évidence, il est mort à la musique. Il a été dévoré par les vers. Mais malgré cela, ou peut-être grâce à cela, il n'a pas reçu de nouveaux manches, il n'a pas été recoupé et sa table n'a pas été affinée depuis sa construction, contrairement à 99% des violons baroques qui sont parvenus jusqu'à nous. Cet instrument, jusqu'ici, on l'a généralement qualifié de grand alto, mais cette appellation n'est pas très satisfaisante parce qu'elle fait référence au quatuor à cordes que nous connaissons aujourd'hui, mais qui n'était pas en usage à l'époque de Bourbon. Un chercheur a suggéré qu'il s'agissait de ce que les Français appelaient à l'époque une taille. Selon cette hypothèse, l'instrument de Bourbon faisait partie d'un quintet à archet semblable à celui qui était en usage à l'époque de Lully, le compositeur de Louis XIV. Et les membres de ce quintet s'appelaient de l'aigu au grave, le dessus, la haute contre, la taille, la quinte et la basse. La taille, c'est donc l'instrument du milieu. Pour vérifier cette hypothèse, j'ai fouiné dans les archives de la cour, j'ai lu des partitions bruxelloises et je me suis aperçue que la situation était fort confuse. Les instruments à cordes frottées sont parfois désignés à l'aide d'une terminologie française et parfois on observe une nomenclature italienne. Bien entendu, dans aucun cas, les appellations ne disent rien sur la morphologie des instruments. Et d'ailleurs, est-ce que des noms comme taille ou encore violetta, tenore et viola disent quelque chose sur la morphologie de l'instrument? Est-ce que ces termes désignent vraiment un modèle instrumental? Est-ce qu'ils n'indiquent pas plutôt une partie, une fonction dans la partition? À l'évidence, pour y voir clair, il fallait entamer des recherches à grande échelle. J'ai donc fait appel à des collègues, à des étudiants, et j'ai la chance d'avoir été entendue. Après quelques années, pour l'instant, je ne suis toujours pas en mesure de nommer l'instrument de Gaspard Bourbon. Mais grâce au projet Gudule, nous avons constaté que pour ce répertoire, il convient particulièrement bien. Par ailleurs, nous avons fait revivre des instruments du MIM considérés comme morts à la musique. Nous avons exploré un fond de partition inédite et nous avons découvert un compositeur complètement tombé dans l'oubli, de Groth, dont on ignore tout jusqu'au prénom. Je vous remercie toutes et tous pour votre contribution enthousiaste à ce projet. J'espère que, comme nous, vous avez apprécié de découvrir ce beau répertoire bien de chez nous que comporte le fonds Sainte-Gudule. Nous espérons que ce concert n'est qu'un début et que nous pourrons, à l'avenir, reproduire ce type d'événement au fur et à mesure de nos recherches. Comme Anne-Emmanuelle Keulemans l'a évoqué, je me suis jointe à ce grand projet par l'intermédiaire d'une bourse de doctorat fraîche FNRS à l'Université de Louvain-la-Neuve. Mon travail consiste à étudier l'usage de la famille du violon
dans le fonds Sainte-Gudule, un fonds qui comporte plus de 500 manuscrits musicaux des XVIIe et XVIIIe siècles, conservés pour la plupart dans un état exceptionnel. Je m'efforce donc, sur base de ces parties de violon, de rassembler dans une grande base de données toutes les informations qui me semblent pertinentes pour tenter d'établir une corrélation entre les instruments conservés au Musée des instruments de musique de Bruxelles et le répertoire du fonds Sainte-Gudule. Néanmoins, je trouvais assez triste que ce répertoire si riche et si bien conservé soit encore méconnu et surtout si peu joué. À l'origine de ce travail, nous nous sommes permis de supposer que si ce répertoire est encore dans l'oubli aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement en raison de sa pauvreté musicale, mais plutôt en raison de sa présentation en parties séparées qui nous empêche de nous faire une idée d'ensemble des œuvres. Pour cela, pour s'en faire une idée, il faudrait alors se lancer dans un exercice de transcription fastidieux, ou alors, comme nous l'avons fait dans le cadre de ce projet, le faire jouer par un ensemble instrumental. Le Fonds pour la recherche-création est donc une aubaine pour nous pour associer des musiciens à notre travail et que les notes de Sainte-Gudule ne restent pas cloîtrées dans l'esprit des musicologues, mais que les mélodies et l'harmonie de ces œuvres puissent à nouveau résonner, être redécouvertes et jouées. Als onderdeel van mijn afstudeerproject voor de masteropleiding instrumentenbouw aan de Hogeschool in Gent bouwde ik 3 instrumenten voor dit project. 2 instrumenten kon je vandaag al horen en een derde instrument is bijna afgewerkt. De instrumenten die ik bouwde zijn allemaal gebaseerd op instrumenten die zich momenteel in het Instrumentenmuseum in Brussel bevinden. Ze werden gebouwd door Gaspard Bourbon en Marcus Snoek, die toen beide aan het Hof werkzaam waren als luthier. De originele instrumenten zijn natuurlijk veel te fragiel om vandaag nog te bespelen. Daarom probeerde ik zo zorgvuldig mogelijk een kopie te maken van deze instrumenten. Hierin werd ik begeleid door mijn professor Geert de Verberkmoes. Voor de grote altviool van Gaspard Bourbon, deze, kon ik gebruik maken van een CT-scan. Een CT-scan is ongelooflijk waardevol bij een reconstructieproces. Zo kon ik voortdurend een 3D-model bekijken en kon ik ook allerlei doorsneden maken van het instrument op mijn computer en die kon ik voortdurend raadplegen tijdens het bouwproces. Op die manier kon ik ook heel nauwkeurig een plan tekenen van het instrument, veel nauwkeuriger dan wanneer ik het instrument met de hand zou opgemeten hebben. De welving kan bijvoorbeeld ook veel nauwkeuriger bestudeerd worden aan de hand van een scan. En ook de diktes van boven- en achterblad zijn veel preciezer te meten. We konden ook bepaalde constructietechnieken duidelijker zien aan de scans. Een basbalk van een viool wordt normaal gezien in het bovenblad gelijmd, maar in dit geval konden we zien dat de basbalk uit hetzelfde stuk hout als het bovenblad werd gemaakt. Zo, op die manier heb ik het dan ook nagemaakt. Het is bovendien bijzonder om een originele basbalk zo goed te kunnen bestuderen, want normaal gezien zijn die vervangen in de loop der eeuwen en nu konden we die heel nauwkeurig nabouwen. De zijkanten van het instrument zijn niet, zoals meestal gebeurt, gewoon op het achterblad gelijmd, maar zitten in een groef in het achterblad. Ook die methode heb ik gehanteerd tijdens de bouw van dit instrument. Tot slot trekt ook de manier waarop de hals aan het corpus bevestigd is de aandacht bij dit instrument. De hals heeft een voet die op het achterblad is gelijmd en waar de zijkanten in een groefje in zitten. Ook dit is bijzonder en konden we heel goed bestuderen aan de hand van de CT-scans. Al deze elementen dragen uiteraard bij aan een nauwkeurige kopie van dit instrument, maar ze helpen ook om andere instrumenten beter te kunnen begrijpen. De 2 andere instrumenten die ik bouwde zijn immers grotendeel ook op deze manier geconstrueerd, maar zij ondergingen grotere aanpassingen in de loop van de geschiedenis. Voor de reconstructie van die omgebouwde onderdelen was het onderzoek naar dit instrument zeer bijzonder, omdat dit instrument nog volledig over zijn originele onderdelen beschikte en dus van grote inspiratie was voor de reconstructie van de andere instrumenten. À présent, nous souhaitons donner la parole aux interprètes qui nous ont suivis dans cette expérience. En effet, ils nous ont accompagnés avec leur regard de musiciens expérimentés dans notre réflexion par rapport aux œuvres et aux copies d'instruments. Par ailleurs, ils ont dû faire face à certains défis, comme lire à vue sur des manuscrits anciens, tester différents instruments, etc. Et donc, pour accompagner ce débat, je me tourne vers vous pour vous poser la question suivante.
Quels ont été pour vous les principaux défis de ce projet et que vous a apporté ce projet en tant que musicien? Alors moi, d'abord, je voudrais dire que je suis extrêmement content de participer à ce projet parce que bon, toute la recherche, on n'a pas toujours eu le temps dans nos métiers. Donc on va dire c'est grâce à Covid qu'on peut un petit peu freiner et regarder. Et voilà, donc ici, on a découvert un endroit. Moi, j'ai habité la région liégeoise pendant 30 ans. Je ne savais pas qu'à la Volière, on avait un très bel orgue, comme au Bénédictine ou ailleurs. Donc voilà, tout ça, ça me fait très plaisir. Maintenant, le défi, c'est comme pour tout le monde, les circonstances évoluent et avec le Covid, voilà, on allait avoir un théorbiste formidable, on a dû se passer de lui, lire des partitions, où l'encre avec les siècles a traversé le papier, tout ça, bon, c'est assez normal. Ça, c'était un plaisir finalement, mais non, le défi, c'est ça, c'est ici de jouer dans des conditions acoustiques distantes, etc. Ça c'est difficile, mais après, je crois que la difficulté a été pour ceux qui ont dû apprendre à jouer les nouveaux instruments qu'on a mis ici. Donc le ténor et ici un violoncelle. Je vais céder la parole. Et c'est vrai que tu parles du temps, oui, et que le temps du Covid nous a permis finalement d'avoir un peu de temps. Oui. Mais en même temps, ça fait l'effet inverse aussi, c'est-à-dire que c'est un projet qui demanderait encore plus de temps. Parce qu'en fait, pour s'accrocher avec des instruments, enfin pour apprivoiser ces instruments, je ne dis pas cette musique parce que cette musique, on la joue au quotidien, mais apprivoiser des nouveaux instruments, ça demande du temps. Et le problème, c'est qu'on est conditionné sur une expérience sonore. Et malgré qu'on essaye des instruments très différents, qu'est-ce qu'on cherche? De reproduire ce qu'on connaît. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très habituel chez les musiciens. Ça nous rassure, déjà. Aller vraiment dans l'inconnu, c'est difficile. Et le gros défi de ce projet, c'est qu'il y a un timing. Donc le temps joue aussi contre nous, d'une certaine façon, parce que il faut, en 4 jours, en 3 jours, en 5 jours, il faut arriver à produire quelque chose qui est écoutable, commercialement écoutable. Et normalement, on devrait oser arriver à des choses, je dirais, inécoutables, mais pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est tellement différent de tout ce qu'on connaît. Oui. Et c'est très difficile d'oser faire quelque chose de totalement différent. Et je pense que le timing, comme on l'a proposé ici, ne nous a pas permis de faire cette expérience jusqu'au bout. Donc on espère qu'il y aura une suite pour pouvoir aller encore un peu plus loin. Nous espérons également. Oui, je pourrais dire qu'au niveau du défi, pour les chanteurs, c'est un petit peu différent parce que notre instrument, nous, c'est celui qu'on utilise habituellement, donc on était familiarisé à notre instrument. Là, c'est plutôt au niveau du matériel, donc de la lecture. Mes collègues instrumentistes ont l'habitude de travailler avec leur partie seuls, oui, tandis que les chanteurs ont toujours sur leur partition toutes les parties vocales et même la basse. Et donc, on a des repères ici qu'on ne pouvait pas avoir. Et c'était quelque part le défi, mais en même temps le plaisir d'une découverte. Sinon, ce projet nous apporte surtout et avant tout la joie de pouvoir, dans ce contexte, comme tu l'as dit, pouvoir refaire de la musique, parce qu'on en est terriblement privé. Et aussi de participer à un projet de découverte qui est vraiment passionnant. Un des enjeux du projet Gudule a été de faire jouer du répertoire bruxellois sur des copies aussi fidèles que possible d'instruments anciens conservés au Musée des instruments de musique. Et je voudrais donc me tourner vers Hervé et Benoît Douchy qui ont joué sur 2 instruments qui ont été mis à notre disposition grâce au travail de Myrthe Maas. D'une part, ce qu'on pourrait qualifier de grand alto de Gaspard Bourbon et d'autre part, un genre de petit violoncelle de Marcus Snoek. Et donc, je vais peut-être commencer par Hervé. Que penses-tu, Hervé, de la jouabilité, du timbre, du confort de jeu de cet instrument que tu tiens en main? Alors, je voudrais juste préciser que je n'ai pas joué cet instrument. Moi, j'avais d'autres instruments que je jouais. C'est Myrthe qui l'a joué, mais j'ai eu quand même la chance de l'essayer. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Pourtant, c'est des instruments que je connais bien.
par le fait qu'on a descendu le chevalet assez bas. Son gros manche, ça, c'est pas très difficile, mais par contre, quelque part, pour atteindre ce qu'on appelle la 4e position, c'est vraiment difficile. Ce qui fait que la justesse sur cet instrument n'est pas simple. Donc j'en profite déjà pour féliciter Myrthe qui a fait vraiment un très beau travail, non seulement sur cet instrument, et je dirai pourquoi après, mais aussi d'avoir réussi à le jouer, parce que j'ai essayé moi pendant quelques minutes et je me suis rendu compte qu'il me faudrait plusieurs jours pour y arriver, pour arriver à la patte sonore et la justesse aussi sur cet instrument. Donc voilà, félicitations. Après, quand Myrthe est venu au conservatoire proposer cet instrument, me montrer cet instrument, en fait, il m'a perturbé. Il m'a perturbé parce que le problème, c'est qu'on réfléchit beaucoup depuis longtemps sur l'organologie, sur les instruments anciens et tout ça. Et puis on se rend compte que, en fait, Myrthe arrive avec quelque chose qui est un peu différent de ce dont on a l'habitude. Alors, j'explique. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'instrument, ce qu'on appelle l'instrument moderne, un instrument standardisé de 75 cm de long, que tout le monde connaît à partir de 1750, 1760. Bon, ça, on a déjà fait l'évolution. Avant 1750, 1760, on a 2 types d'instruments, des grands et des petits. Alors, comme on aime bien tout classer, et tu es une preuve que tu adores tout classer parce que tu aimes bien mettre des petits mots en dessous de toutes les étiquettes, comme on aime bien tout classer, on va classer les grands en disant que ce sont des bassus, ce sont des instruments pour faire le continuo, et les petits, ce sont des instruments pour faire du solo. Très bien, tout va bien jusque-là, et donc tous les petits, ça permet d'aller vraiment dans les aigus et ça c'est un petit instrument. Mais le problème, c'est qu'elle a fait un manche qui ne correspond pas du tout aux petits instruments qu'on a l'habitude. Puisque ce qu'on appelle les petits instruments chez nous, de solistes, qui ont cette taille-là, ils ont des manches très fins et surtout, ils sont ce qu'on appelle diapasonnés, c'est-à-dire que cette dimension-là est toujours la même. Ici, elle n'est pas du tout diapasonnée par le fait que le chevalet est bas et aussi parce que le manche est très gros. Donc en fait, ce n'est pas du tout un instrument qui permet de facilement jouer des pièces solo. Donc quelque part, alors, il faut savoir quand même que le manche n'est pas original. Hein. La caisse est originale, le manche, c'est une création de Myrthe. Et ça pose beaucoup de questions parce qu'au départ, ça ne colle pas avec ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire le bassus, le gros instrument, il a un gros manche et c'est normal puisqu'on ne démanche pas. Et d'ailleurs, comme on ne démanche pas, on va plutôt mettre une 5e corde. Alors que le petit instrument qui a un manche très fin et qui est diapasonné, eh bien, on va pouvoir démancher dans tous les sens pour faire du solo. Et là, on se retrouve avec un petit instrument qui a une fonction de bassus. Donc là, c'est déjà perturbant. Mais en même temps, ça fait réfléchir parce qu'on se dit « Ah oui, tiens, pourquoi un instrument petit avec un gros manche ?» Et là, alors après, il y a plein de suppositions, mais une des suppositions assez simples, c'est que c'est un instrument qui peut se tenir assez facilement debout en bandoulière, par exemple, pour une procession. C'est des instruments légers, c'est des instruments mobiles, alors que les grosses basses qu'on utilise comme procession, c'est un peu malhabile, ça fait un peu mal au dos. Surtout que les gens, ils n'étaient pas grands à l'époque. Moi, je suis grand aujourd'hui, mais à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient 1,90 m. Voilà, donc cet instrument pose beaucoup de questions, et vraiment des questions intéressantes, auxquelles, finalement, on n'avait pas été confronté, parce qu'encore une fois, on aime bien mettre tout dans des cases, les gros instruments et les petits instruments. Voilà. Et là, elle nous offre un petit instrument qui a les fonctions d'un gros. Qu'est-ce qu'on en fait? Merci Hervé. Je voudrais maintenant me tourner vers Benoît et lui poser la question de la jouabilité, de son sentiment par rapport à la fonction de l'instrument de Bourbon. Comment vois-tu cet instrument? La fonction, je ne peux pas vraiment répondre encore pour l'instant. Disons que la jouabilité, c'est un très grand alto. C'est un très grand alto, ce n'est pas quelque chose exceptionnellement grand, mais ça fait partie des plus grands quand même de ce qu'on a conservé. Et ce qui est impressionnant, c'est le manche de l'instrument. C'est-à-dire qu'il est extrêmement gros. Et quand on l'a dans la main, on n'a pratiquement pas de place pour autrement que de l'avoir complètement dans la main. Donc ça donne une confortabilité qui est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, mais dans une position. Ce n'est vraiment pas un instrument où on a envie de changer de position, de monter. Donc ce n'est pas du tout un instrument virtuose comme on a connu au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, dans la deuxième partie du XVIIIe. C'est vraiment un instrument qui travaille en interaction avec d'autres instruments. Ça paraît très clair. Je l'ai travaillé à la maison pour essayer de le faire sortir, puisqu'il n'avait jamais joué cet instrument avant. Donc on a cherché les cordes, j'ai travaillé. Et tout seul, j'arrive à un certain type de résultat
quand je les ai essayés avec les autres ici, ben, j'ai dû changer d'archet, j'ai dû changer de manière d'attaquer les cordes, etc. Parce qu'en fait, il a fallu trouver l'équilibre. Et donc, c'est clair que tout seul à la maison, j'étais assez satisfait du son, mais pas de la vocabilité, alors qu'ici, quand il se prend dans le groupe, c'est vraiment un instrument qui est intéressant à travailler. Maintenant, il y a vraiment un travail parce qu'on n'est pas du tout habitué à employer ce genre d'instrument. Et donc, comment le faire parler, comment lui trouver sa place dans l'équilibre sonore, très intéressant, très très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup ce manche. Je dois avouer que si Hervé trouve que de son côté, pour les changements de position, etc., c'est un peu plus compliqué, moi, je trouve qu'ici, il y a quelque chose qui... On est à la maison. Ça rentre dans la main. Alors j'ai une assez grande main. C'est vrai que pour aller chercher les doigtés avec ce qu'on appelle extension, il faut y aller déjà. Mais on l'a joué, plusieurs d'entre nous l'avons joué pour l'essayer. Et en fait, même une petite main fonctionne assez bien tant qu'on reste dans l'ambictus de base de cet instrument-ci. Donc, je pense qu'il a vraiment une fonction de liaison entre la basse, entre les sopranos, etc. Donc, voilà, je ne sais pas en dire beaucoup plus pour le moment, mais c'était une très grande joie de pouvoir le découvrir en me disant il y a encore beaucoup de choses à faire avec pour trouver vraiment sa place et son utilité. Oui, merci Benoît. Alors je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que cet instrument-là a été conservé avec son manche d'origine. Donc là, on peut être assez sûr du fait que le manche épais a été conçu comme ça par Gaspard Bourbon, ce qui n'est effectivement pas le cas de l'instrument de son. C'est assez semblable quand même comme type de fonctionnement de manche. Et j'aurais tendance à dire qu'en fait, ce serait très confortable de jouer sur ce violoncelle si on avait une cinquième corde, qu'on en a souvent dans toutes les basses qui ont des gros manches, au 17e, on a une cinquième corde. Ce qui permet, comme dit Benoît, de rester tout le temps en première position. La difficulté sur ces instruments-ci, c'est de démancher. Voilà. Alors, j'aurais une dernière question à vous poser. À l'origine, face à l'instrument de Bourbon que Benoît tient en main, on s'était dit qu'un instrument d'une telle taille était sans doute plutôt destiné aux parties de ténor et viola qu'on avait trouvées dans les partitions du Fonds Sainte-Gudule. On a un peu expérimenté et puis finalement, le ténor et viola n'a pas été joué sur cet instrument-là, qui est pourtant capable de descendre relativement bas, mais sur ce qu'on appellerait aujourd'hui quelque chose qui ressemble à un petit violoncelle. Quel est votre sentiment sur est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi finalement, musicalement, ce choix a semblé plus judicieux? Moi, j'ai fait la grosse basse, mais c'est vrai que toutes les autres parties ont été, toutes les autres partitions ont été jouées plutôt sur un petit violoncelle qui ressemblerait aujourd'hui à un demi de violoncelle. C'est toujours difficile de mettre des étiquettes en dessous des noms, mais le mot viola, quand même, si on se réfère à son origine, c'est quand même le mot générique pour dire la basse. Aujourd'hui, viola, ça veut dire alto, quand on le traduit. Mais à l'époque, surtout au-dessus de Rome, dans toute l'Italie du Nord, viola, ça reste quand même un bassetto, ça reste un violoncello, mais ça porte plein de noms différents. Donc ténor, viola, ça semble assez logique finalement, si on a une basse qui fait do, sol, ré, la, que le ténor, sol, ré, la, mi, l'alto fait do, sol, ré, la, une octave au-dessus du violoncelle, et ainsi de suite pour le violon. Donc le ténor, finalement, est un instrument assez basique, sol, ré, la, mi, ou fa, do, sol, ré, en fonction de l'accord. Bon, ça peut être déjà un peu complexe, mais moi je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me ferait dire que c'est plutôt un instrument qui est, alors qu'on ne met pas sur l'épaule parce qu'il est un peu grand, c'est plutôt la clé. C'est-à-dire que quand on a une partition avec une clé de d'ut 3, ça semble assez évident que finalement c'est un alto ou un grand ténor, enfin un instrument comme celui-là sur l'épaule. Mais quand on a de l'ut 4, les violonistes de l'époque et les altistes de l'époque ne jouaient pas facilement l'ut 4, c'était vraiment plutôt réservé au bassetto. Et donc quand on voit de l'ut 4 et marqué ténor viola,
ça peut sembler aussi très logique d'avoir un instrument comme ça, petit, de mi, de violoncelle, accordé sur le ré la mi ou fado sur le ré. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sont des questions qui deviennent finalement très techniques, mais qu'on doit effectivement pouvoir se poser pour essayer de comprendre ce qu'était le violon et la famille du violon à Bruxelles au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc, je vous remercie beaucoup de vous être joints à cette aventure. On n'a pas encore résolu tous les mystères, mais au moins, on a posé un certain nombre de questions. Merci beaucoup. Le projet de recherche qui nous a rassemblés aujourd'hui poursuit un but organologique, c'est-à-dire qu'il concerne l'étude des instruments de musique. Cependant, les chanteurs qui nous ont accompagnés ont eu, je n'en doute pas, leur lot de défis. Je me tourne donc vers vous et j'aimerais vous poser la question suivante. Quels ont été pour vous les principaux défis rencontrés lors de la lecture des manuscrits? Alors, le gros défi quand on lit ces manuscrits, c'est qu'on a reçu uniquement les voix séparées. Et donc, sur ma partie, je n'avais que la voix de soprane, je n'avais pas les autres voix ni des chanteurs, ni des instrumentistes. Ce qui fait qu'on ne peut ni se repérer musicalement. Donc, je ne sais pas si Blandine chante à la tierce, à la quarte, à la quinte, par rapport à moi. Et rythmiquement, on ne peut pas non plus se repérer. Moi, j'ai aussi personnellement rencontré beaucoup la difficulté de devoir lire des clés que je n'ai pas l'habitude de lire. Dans mon cas, c'était principalement la clé du 3. C'est vrai qu'on l'apprend au cours de solfège et puis on ne la pratique plus jamais, en fait. On ne la rencontre pas souvent dans des partitions modernes. Donc ça, c'était un petit défi aussi de transposition. Oui, on peut ajouter que même si c'est bien écrit, il s'agit quand même de partitions manuscrites. Il y a toute une série de signes qui sont de l'époque et qu'on n'utilise plus maintenant, donc il faut un petit peu traduire tout ça en écriture moderne. Et puis le défi, c'est parfois aussi quand on a affaire à ces documents anciens, c'est que parfois il y a des surprises, comme par exemple une page qui était si fine que les notes écrites de l'autre côté de la page se voyaient en surimpression sur la page. Donc ce qui fait qu'il faut s'y retrouver dans toutes ces notes. Mais c'est passionnant à faire et amusant. Ah. C'est vrai aussi dans l'écriture manuscrite, c'est pas toujours clair en fait les mots qui sont écrits. Et il y a vraiment aussi un travail de recherche sur rechercher le texte latin parce que là je sais pas lire ce qui est écrit sur la partition. Ça c'est compliqué aussi. Oui. D'accord, merci. Donc des soucis un peu avec les textes, avec la clé et la partie séparée bien entendu. Alors j'aimerais poursuivre avec la question suivante. Et donc quel est votre regard par rapport à ce répertoire inédit ? En fait, j'ai trouvé très intéressant du coup de découvrir finalement justement la beauté de ce répertoire seulement une fois qu'on était tous ensemble et qu'on a pu jouer en entendant justement les parties des autres, puisque comme on l'a évoqué, on n'en avait aucune idée avant. Et donc j'étais en fait vraiment très positivement surprise. Voilà. Ce que j'ai trouvé de passionnant dans cette découverte, c'est que dans le patrimoine d'une cathédrale comme Saint-Michel-et-Gudule, on peut trouver des œuvres de musiciens comme Fiocco, qui avait une renommée et qui avait été engagé pour faire la musique là, et puis une œuvre d'un compositeur inconnu qui est peut-être probablement même un chanoine attaché à la cathédrale, parce que souvent ils écrivaient de la musique, et donc on peut découvrir ces musiques qui, sans vous, seraient restées dans l'oubli peut-être encore de nombreuses années. Tout à fait, nous ferons également des recherches évidemment pour essayer de découvrir qui est ce De Croot inconnu. Voilà. Bienvenue à la bibliothèque du Conservatoire royal de Bruxelles, qui est spécialisée dans le domaine de la musique, qui conserve une collection qui est connue à travers le monde et qui s'étend à l'heure actuelle sur près de 5,5 km de rayonnage. C'est donc ici que se trouve le Fonds Sainte-Gudule et je vous invite à aller le voir. Ici se trouve le Fonds Sainte-Gudule. C'est un fonds qui provient de l'ancienne collégiale bruxelloise des Saint-Michel et Gudule, devenue entre-temps cathédrale. Ce fonds rassemble un petit peu plus de 500 documents qui se trouvent tous ici et qui sont facilement identifiables, qui commencent au numéro 33 675 et qui vont jusqu'au numéro 34 132. C'est un fonds qui rassemble essentiellement des partitions, des manuscrits, qui sont soit des copies, soit des autographes, et on y trouve aussi 19 éditions. Et la musique qui se trouve là est vraiment celle qui a été jouée, qui reflète donc la pratique musicale de la collégiale
de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, et chacun de ces documents est rangé, est classé dans une farde qui a été constituée à la demande de notre bibliothèque. Chaque farde reproduit en fait cet ornement qui est en quelque sorte l'identité visuelle du fonds Sainte-Gudule et qui reproduit en réalité un ornement qui se trouvait sur chacun de ces documents originaux. L'ornement qui figure sur chacune des fardes de conservation reproduit l'ornement que l'on trouvait déjà ici sur ces fardes originales. Si l'on a une collection aussi intéressante et aussi bien constituée, c'est grâce à l'action du chanoine Van den Boom. Le chanoine Van den Boom est un pur bruxellois, né à la fin du XVIIe siècle, intéressé par la musique dès son plus jeune âge et qui voyage en Italie au début du XVIIIe siècle. Ensuite, il revient à Bruxelles, entre en fonction à la collégiale et à différentes fonctions, notamment celle d'engager des musiciens, celle de participer au développement de l'instrumentation, et il a en quelque sorte un rôle de bibliothécaire puisqu'on lui demande d'organiser les partitions pour les musiciens. Ainsi, il commande beaucoup de manuscrits. Il commande notamment des manuscrits aux maîtres de chant qui sont en fonction au XVIIIe siècle, comme par exemple ici une messe signée par Fiocco. Il commande aussi des partitions au maître de chant qui succédera à Fiocco, c'est-à-dire Van Helmont. Et il commande aussi des partitions à des compositeurs locaux, comme par exemple ici un requiem de Bréhy, ou encore un autre compositeur local, comme de Crous. On a donc de la musique qui est composée par des compositeurs belges, mais on peut aussi trouver dans cette collection des œuvres musicales italiennes, puisqu'il commande des copies de musique qui se jouaient à cette époque-là. On a donc essentiellement de la musique religieuse, mais parfois aussi de la musique instrumentale. En tout cas, il organise de manière systématique sa collection. Il met chaque manuscrit dans une farde. Il fait faire cet ornement stylisé qui représente vraiment le XVIIIe siècle avec des feuillages et des fleurs. La partie supérieure est ornementée d'instruments et sur ces instruments se trouve un rouleau. Au milieu de ce rouleau, il va chaque fois noter à la main l'incipit musical. Il note au centre de l'ornement le nom du compositeur, le titre de l'œuvre et le nombre de parties. On a donc ici, comme cela une collection bien constituée qui par la suite sera aussi encore organisée et on va donc apposer ces étiquettes dans les siècles qui suivent. Si le fonds Sainte-Gudule est arrivé à la bibliothèque du Conservatoire royal de Bruxelles, c'est grâce au bibliothécaire Charles van den Boren qui décide en 1929 d'acquérir cette collection. La collection arrive à la fin de l'année 1929. Il commence donc à dresser un inventaire de l'ensemble des manuscrits. Il classe tous ces manuscrits par ordre alphabétique des compositeurs. Il dresse ensuite pour chacun des compositeurs des fiches mentionnant le titre et les cotes. Et il clôture son fonds par un index des œuvres qui sont restées anonymes. C'est donc à partir de 1930 que cette collection est connue, qu'elle sera étudiée, que certains enregistrements seront réalisés, que certaines œuvres seront aussi éditées, jusqu'à arriver aujourd'hui à ce fameux projet de recherche Gudule. Je remercie donc Madame Anne-Emmanuelle Queulemans d'avoir initié et mis sur pied ce projet. J'encourage Manon Fauconnier qui réalise sa thèse de doctorat sur ce fonds. Et je me réjouis de la participation du Conservatoire royal de Bruxelles qui permet d'associer recherche artistique et recherche scientifique, puisque des professeurs d'instruments du département de musique ancienne se penchent sur des questions d'interprétation. Le fonds Sainte-Gudule constitue donc un fonds de patrimoine essentiel qui est vraiment la première source pour ce projet de recherche. Je vais vous parler brièvement de mon mémoire donc, qui touche à tout ce qui est morphologie du violon. Donc, comme vous l'a dit Madame Queulemans en guise d'introduction, il se fait qu'en fait, bon nombre des instruments dont on a hérité donc, des 16e, 17e et 18e siècles ont été en fait recoupés pour correspondre à des nouvelles normes de taille. Et donc, ce qu'on entend par recouper, c'est soit raboter ici au niveau de la table d'harmonie, soit recouper de part et d'autre de la caisse de résonance. Et donc, un œil avisé de musicologue ou d'organologue peut en effet confirmer qu'il y a eu des retouches, mais la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il y a moyen d'objectiver en fait ces retouches et ces altérations subies? Et donc, évidemment, cette volonté d'objectiver les choses est à mettre directement en parallèle avec le projet Gudule et cette volonté aussi de recréer des instruments d'époque.
C'est donc en tant que conservatrice du MIM et donc professeure ici à l'UCL en musicologie que Madame Keulemans a lancé des sujets de mémoire donc avec deux professeurs de l'EPL qui sont François Gliner et Paul Fizette. Il se fait que mon mémoire à moi est le troisième sur le sujet, donc sur le même sujet mais le troisième procédé, parce que le premier était donc un mémoire avec une approche photogrammétrique, c'est-à-dire qu'on venait photographier en fait les violons sous différents axes et on les passait au travers d'un logiciel qui nous ressortait donc un objet en 3D. La bonne nouvelle de ce premier mémoire, c'est qu'on a pu aboutir à quelque chose, mais la mauvaise, c'est qu'il y a eu certains manques de précision. Et donc, le second mémoire, lui, visait à faire la même chose, le même objectif, mais avec cette fois une approche par scans médicaux. Donc là, on en a évidemment retiré une bien meilleure précision. Et donc, moi, me revoici, c'est que mon troisième mémoire, qui a pour but donc de faire un retour à la photogrammétrie et de pouvoir valider du coup cette approche photogrammétrique tout en essayant de récupérer des résultats qu'on a obtenus du coup il y a 2 ans. La grosse différence entre du coup mon mémoire à moi et celui d'il y a 4 ans, donc le premier mémoire, est que non seulement j'ai les historiques des 2 premiers travaux, donc je peux en tirer les points positifs et négatifs, et surtout cette année on a eu la chance de collaborer avec Yona Theis, qui est une photographe en fait qui a déjà travaillé dans le domaine photogrammétrique. Elle a fait des photos d'une qualité incroyable et on a pu en retirer un maillage incroyable, ce qui va vraisemblablement nous permettre du coup de valider cette approche photogrammétrique et d'en retirer des résultats extrêmement précis. Donc voilà qui conclut ma brève présentation de mémoire. Et s'il fallait en fait résumer ça en une phrase, donc comme dit Madame Keulemans, donc mon mémoire mais aussi les 2 qui ont lieu avant, c'est que c'est au final une réflexion technique mais qui va avoir pour but d'étayer une réflexion et une recherche organologique. J'aimerais conclure cette discussion sur l'intérêt de la collaboration entre les musicologues et les autres professionnels de la musique. En effet, si les musicologues sont habilités à entreprendre des recherches archivistiques, à analyser les partitions, à collecter des données, à les traiter, ils n'ont pas l'expérience pratique du terrain. Ils ne peuvent pas éprouver les instruments et le répertoire. Sans l'expertise des professionnels de la musique, les musiciens, les chercheurs en organologie risquent de se fourvoyer dans des suppositions hasardeuses éloignées de la réalité. D'autre part, comme nous l'avons dit, il serait dommage que la musicologie appliquée au répertoire et aux instruments de musique reste cachée dans des articles scientifiques et ne serve pas la pratique musicale. C'est pourquoi la collaboration entre différents acteurs du monde de la musique, mais également d'autres disciplines, comme ici des musicologues, des musiciens, des luthiers, mais aussi des ingénieurs et de l'imagerie, est essentielle pour nourrir les expériences de chacun et permettre d'évoluer dans les recherches amenant une interprétation musicale davantage historiquement informée. Merci beaucoup.